Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Plus d'un an après la signature de l'accord d'Alger censé ramener la paix au Mali, excusez-moi, plus d'un an après la signature de l'accord d'Alger censé ramener la paix au Mali, le pays reste toujours divisé. La restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national est loin d'être effective. Pire, l'insécurité gagne de plus en plus le territoire malien. Mais le président malien Boubacar Keïta ne baisse pas les bras. Il vient de convier ses concitoyens à une conférence d'entente nationale qui va s'ouvrir le 27 mars 2017. Alors qu'attendre concrètement de cette concertation nationale? Quels sont les obstacles qui ont empêché la mise en œuvre effective de l'accord d'Alger? Pour en parler, j'ai avec moi deux Maliens, M. Dembélé Boubacar Sidiki. Vous êtes, vous, le président de la section française du Rassemblement pour le Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mahamadou Sissé, vous êtes, vous, le secrétaire à la décentralisation et à l'aménagement du territoire du parrainage au Parti pour la Renaissance nationale du Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Ils se sont donné la main à Alger pour unifier et pacifier le Mali. Mais une fois rentrés au pays, les vieux démons ont repris le dessus et les Maliens attendent toujours la réunification de leur pays. C'est un sujet de décryptage des difficultés du Mali à retrouver la paix. Il est signé Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Depuis l'installation des autorités intérimaires à Kidal le 28 février, après l'étape de Ménaka puis celui de Gao, Tombouctou et Taoudéni attendent toujours leurs autorités intérimaires. En effet, des groupes armés s'estimant oubliés dans la répartition des postes s'opposent à l'installation des autorités désignées par la CEMA et le gouvernement. Dernier incident en date, c'est la prestation de serment du gouverneur mais aussi du président des autorités intérimaires de Kidal qui n'ont pu se tenir dans la ville. L'analyste politique Étienne Fakaba Sissoko dénonce le double jeu des groupes armés. Dans le nord de notre pays aujourd'hui, qui échappe à tout contrôle, surtout de l'État, il y a toute forme de trafic qui se développe. Trafic de drogue, trafic d'êtres humains et surtout avec l'absence de l'administration, les populations sont quasi absentes. Donc cela fait que les groupes armés et les groupes terroristes de façon générale ont créé des activités très lucratives dans cette partie de notre pays. Aujourd'hui, si l'accord de paix aboutit, si le processus de paix aboutit, ce serait la fin de tout cela pour les groupes armés. Si plusieurs observateurs pointent du doigt la responsabilité des groupes armés dans la non-application des accords, certains regrettent que l'État ait donné trop de pouvoir aux groupes armés. Le gouvernement n'est pas transparent dans ce qu'il fait. Le gouvernement ne veut pas aller à cette étape où des autorités, pas intérimaires, des autorités régionales auront le plein exercice du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans leur État-région. Et la plateforme et la CEMA veulent que dans l'État d'Azawad, que chacune des parties ait le plus gros morceau sur les 5 régions qui vont être là. On note cependant des avancées tels les mécanismes opérationnels conjoints avec les patrouilles mixtes dans la ville de Gao. La prochaine réunion du comité de suivi des accords devrait se tenir du 27 au 28 mars. Cette date coïncide déjà avec le démarrage de la conférence d'entente nationale que boudent déjà les groupes armés. Monsieur Sissé, juin 2016, l'armée malienne tombe dans une embuscade meurtrière à Nampala. Bilan 17 morts, 35 blessés. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, chef suprême des armées, reconnaît les défaillances de l'armée malienne. Alors, les spécialistes tirent la conclusion, l'armée malienne n'est pas aujourd'hui en situation de reconquérir l'ensemble du territoire malien. C'est votre avis? C'est tout à fait notre avis et je pense que l'état de l'armée malienne est un peu le reflet de l'état du Mali en général, dans la mesure où, depuis septembre 2013, l'accession d'Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir, le Mali n'a pas eu de leadership, le Mali n'a pas eu de vision. L'État est dirigé aujourd'hui au coup par coup
Et les dossiers sont traités un peu avec une sorte d'improvisation qui ne dit pas son nom. Du coup, l'armée est la conséquence de cette mauvaise gestion, de cette mauvaise gouvernance. Alors, l'état actuel de l'armée malienne, est-ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas trouvé l'armée malienne dans l'état où elle est en ce moment? La question n'est pas de trouver l'armée malienne dans cet état. Ibrahim Boubacar Keïta a été élu avec 77% des voix. Les Maliens ont fondé beaucoup d'espoir sur son élection. Et opposition comme majoritaire, on s'est tous dit qu'en fait, on va entrer dans un processus qui va régulariser la situation. Oui. Ça veut dire qu'au lendemain de son élection, nous nous attendions à ce que le chef d'État, Ibrahim Boubacar Keïta, considère le Mali comme un pays en crise, en difficulté, et mette les Maliens autour d'une table pour discuter, pour essayer de comprendre pourquoi l'armée malienne est dans cet état, pourquoi le pays a implosé en 2012. Ce travail n'a pas été fait. Le diagnostic n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait. Au contraire, il a considéré le Mali comme un pays normal et toutes les actions qui ont suivi après sont la conséquence de cette désinvolture. Monsieur Sidiki, votre avis sur la question ? Très rapidement. Très rapidement, mon avis sur la question est que quand le président de la République est venu au pouvoir, il a trouvé que l'État malien était à terre. Il a trouvé que l'armée était dans une situation de déliquescence. Et qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Ce qu'il a fait concrètement, il a donné à l'armée beaucoup de moyens. Donc aujourd'hui, on peut dire sans risque de se tromper que l'armée... C'est lui-même qui reconnaît en juillet 2016 que l'armée malienne a des défaillances, notamment en matière aérienne. L'armée malienne a des défaillances en matière aérienne. Au niveau de l'information, il y a quelques petits problèmes à corriger. Mais de façon générale, d'une manière générale, on peut dire qu'il a quand même doté de l'armement malien de beaucoup de moyens, notamment au niveau des équipements. Pourquoi il n'arrive pas à reconquérir Kidal? Le cas de Kidal est un cas spécifique et c'est un cas qui se traite... Toute la région septentrionale de votre pays échappe aujourd'hui au contrôle de Bamako, enfin du gouvernement central. C'est pas toute la région du Nord. Une grande partie du nord de votre pays. On peut citer juste le cas de Kidal. Et le cas de Kidal, c'est une exception aussi à la règle. On sait que le cas de Kidal est un cas qui est en train d'être vu, non pas seulement au niveau du Mali, mais au niveau de la communauté internationale. C'est la raison principale pour laquelle nous avons organisé l'accord de paix qui a été signé sous l'autorité du président de la République. Donc avec ça, il y a aussi la deuxième étape qui est la conférence d'attente nationale qui va couronner le succès de l'accord qui a été fait à Bamako avec beaucoup de succès. Quand les spécialistes disent qu'aujourd'hui, la première des options pour reconquérir Kidal et ses avions, c'est l'option militaire, vous partagez cette analyse ou pas? L'option militaire, pour ma part, je pense que ça doit être la dernière option. Dans un premier temps, comme le président de la République l'a dit lui-même, il a privilégié les dialogues et il est en train de privilégier les dialogues. Et c'est dans ces dialogues qu'on peut reconquérir le Nord. Voilà que l'accord piétine. L'accord piétine, certes, il y a quelques défaillances, il y a quelques difficultés pour la mise en œuvre de l'accord. Ce n'est pas que l'accord piétine, mais c'est la mise en œuvre de l'accord qui connaît quelques souffrances. Donc c'est ces souffrances maintenant qui sont en train on est en train d'apporter toutes les solutions nécessaires pour que cet accord qui souffre depuis un quelques temps puisse avoir un dénouement finalement pour tous les Maliens. Alors, Monsieur Cissé, l'analyse que nous venons d'écouter dans l'élément qui vient de passer dit qu'il y a aujourd'hui, dans la partie septentrionale de votre pays, des groupes armés qui ont intérêt à ce que la situation actuelle perdure. Finalement, l'option politique ne sera jamais celle qu'il faut pour réunifier votre pays. L'option politique permettra de le faire, mais il faut réunir un certain nombre de conditions par rapport à ça. Pour que l'option politique puisse permettre de résoudre ces problèmes, il faut que l'accord soit la propriété des Maliens. Il faut que, lorsque nous ayons notre propre vision, notre propre lecture de la situation. Vous pensez que l'accord d'Alger n'est pas la propriété du Mali. Les Maliens ne se sont jamais appropriés l'accord. L'accord qui est signé là, le gouvernement malien, l'État malien a proposé plus de 15 amendements à cet accord-là qui n'ont jamais été pris en compte. Oui, il a fini par signer pour dire tout simplement que le Mali n'est pas propriétaire de cet accord. La vision malienne n'est pas en train de se mettre en œuvre. Pour que la solution politique soit là, il faut nécessairement que nous ayons une position, notre propre position, qu'on s'approprie le devenir, l'avenir de ce pays-là. Quelle est la proposition, quelle devrait être la proposition du Mali qu'on n'aurait pas prise en compte?
Je ne peux pas vous dire ça de façon précise aujourd'hui, mais il se trouve que tout simplement, lorsqu'on propose aujourd'hui un président de région, presque président de la République, avec des pouvoirs excessifs, vous ne pouvez pas imaginer ce que l'accord offre comme pouvoir à un président de région aujourd'hui dans cette partie du Mali, vous ne pouvez pas comprendre, vous comprendrez parfaitement que c'est un accord qui n'est pas bon pour le Mali. Et les Maliens auraient pu avoir un meilleur accord s'il y avait eu un travail préalable, il y avait un leadership, il y avait une vision, comme je l'ai dit. Monsieur Sidiki, on sait que le Mali est la victime collatérale de la guerre en Libye. On le sait, en cassant la Libye, l'ancien président français a cassé d'une certaine manière votre pays. Pourquoi le président Ibrahim Boubacar Keïta ne tient-il pas un langage de fermeté et de vérité vis-à-vis de la France pour qu'elle prenne ses responsabilités? Avant de répondre à cette question, je tiens quand même à dire que je suis relativement déçu des propos de M. Cissé, une personnalité que je respecte beaucoup, quand il dit que l'accord, ce n'est pas une propriété du Mali. Donc, de façon générale, l'accord, c'est quelque chose qui a été organisé par les Maliens et par la communauté internationale. C'est quelque chose qui a été soutenu par les Maliens et par la communauté internationale. Donc, ensemble, il n'y a jamais d'accord total. Dans cet accord, certes, il y a des insuffisances. Ces insuffisances, on doit les corriger ensemble. Majorité, opposition, les sociétés civiles. Donc, l'autorité du président de la République, par rapport à la mise en œuvre de l'accord, le président de la République, il est en train de faire ce qu'il peut, mais il ne peut faire ça qu'avec la bénédiction de tous les Maliens sans exception. Et quand une partie des Maliens disent que oui, l'accord n'a pas été total, l'accord n'a pas été fait à l'avantage des Maliens, et d'autres parties soutiennent que oui, effectivement, l'accord est bon pour les Maliens, on doit être unis derrière le président de la République pour soutenir cet accord. On ne peut pas soutenir le président de la République. Revenons à la question qui est aujourd'hui centrale au fond. Est-ce que, à votre avis, l'opération, la force Barkhane dans votre pays aide à la reconquête de la partie septentrionale de votre pays qui échappe à l'autorité gouvernementale? La force Barkhane est nécessaire. La force Barkhane est nécessaire pour, non pas pour rétablir l'autorité, mais pour épauler les Mali, de façon à sécuriser ensemble le nord du Mali. Donc c'est là-dessus que le président de la République, que le mandat a été renouvelé. Le président de la République, il a renouvelé le mandat de la République. Excusez-moi, monsieur Sidiki, beaucoup de Maliens ont été choqués que le président de la République ait pu échanger des terroristes contre des otages français. Ils auraient aimé que le président Ibrahim Boubacar Keïta tienne un langage de fermeté, de vérité, qu'il dise à la France, c'est vous qui êtes à la base de ce qui se passe dans la partie septentrionale de mon pays, prenez vos responsabilités. Vous comprenez, ces Maliens qui sont indignés de cet acte politique qu'a posé votre président et qui, au fond, n'apporte pas grand-chose à la situation sécuritaire de votre pays. Mais en même temps, vous avez oublié de souligner que le président de la République, c'est lui qui a tenu un propos de fermeté en disant que le Mali restera un et indivisible. Oui, c'est le président de la République qui a dit que le Mali ne sera pas divisé. Et l'accord qui a été signé, dans cet accord, il n'y a aucune partie dans laquelle on verra que le Mali a été divisé. Donc là-dessus, ça c'est un courage politique que le président de la République, qu'on doit apporter au crédit du président de la République et du peuple malien. Mais si on devait s'en tenir seulement aux propos de la communauté internationale, peut-être que les choses se seraient déroulées autrement. Chose que je ne vais pas tenir forcément ici. Mais je sais quand même que le président de la République, il est soucié d'une chose, ça c'est l'unité du Mali. Ça, c'est le devenir et le bonheur de tous les Maliens, l'honneur et le bonheur des Maliens. C'est là-dessus que le président de la République est soucié. Et le travail qu'il est en train de faire actuellement, ce travail aussi va dans le sens de consolider l'accord de paix. Moi, je ne suis pas dans la dynamique... Je vous vois dodeliner. Qu'est-ce que le président aurait dû faire, à votre avis, effectivement, et qui n'a pas fait pour faire concrétiser et pour faire aboutir l'accord d'Alger? Pour que l'accord d'Alger soit un accord partagé et soutenu, comme le souhaite la majorité présidentielle, par tout le peuple malien, dont l'opposition démocratique, qui est aujourd'hui, qui a dit de cet accord que c'est une étape. Pour que cet accord puisse être mis en œuvre de façon pertinente et vraisemblable, il fallait que les Maliens s'asseyent autour de cet accord, puisqu'il y a des pans entiers de cet accord qui ne sont pas bons. Cet accord n'est pas bon pour le Mali. Lesquels? Donne-nous quelques exemples, effectivement, d'éléments de cet accord que vous ne trouvez pas bons. Par exemple, quand je dis que le pouvoir du chef de l'exécutif est excessif, je ne raconte pas d'histoire. Chef de l'exécutif local. Oui, je ne raconte pas d'histoire. Mais on n'en est même pas encore là. Oui, non, mais
qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les bagarres qui ont lieu autour de l'accord, c'est qu'il y a une liste à la Prévert qui a été acceptée à Alger et les groupes armés tiennent à ce que cette liste soit mise en œuvre sans une réelle cohérence entre les différents éléments de cet accord. L'accord est un cadeau offert à des groupes armés, à un groupe par rapport au reste du territoire malien. Il est favorable à ces groupes, pourquoi il ne marche pas? Pourquoi on n'arrive pas à l'appliquer? Il est favorable à ces groupes parce que tout simplement... Pourquoi il ne l'accepte pas finalement? Ces groupes en question l'acceptent dans la mesure où ça va dans le sens de ce qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas renoncé à leur velléité d'avoir un État à eux, l'Azawad, premièrement. Deuxièmement, ces groupes ne sont pas forcément des groupes qui ont une vision pour l'avenir, pour le développement durable de ces pays. Ces groupes, c'est constitué pour une grande part des prédateurs, des personnes qui sont là pour tirer leur marron du feu. C'est pour cela, si l'accord était venu à Bamako, était venu devant tous les Maliens, qu'on s'asseye, qu'on discute autour de cet accord, on aurait pu peut-être avoir une vision globale et un fonctionnement cohérent des différents aspects. Donc cet accord n'a pas d'avenir à vos yeux? Non, cet accord, aucun avenir. Si cet accord est mis en œuvre dans l'état où il est, il ne va pas dépasser les lendemains de sa... Vous installez les autorités intérimaires aujourd'hui, 6 mois, 7 mois après, vous n'avez plus d'autorité intérimaire parce que certains attendent un certain nombre de retombées par rapport à ça. L'accord d'Alger, très rapidement, avant qu'on finisse cette première partie, l'accord d'Alger, un accord sans avenir, dit M. Cissé. C'est un accord avec beaucoup d'avenir. Il n'y a pas d'accord parfait, comme je disais encore une fois. Et là, il y a une concertation des fonds qui a été faite. Il faut que tous les Maliens reconnaissent ça, opposition, majorité de la société civile. Il faut que tous les Maliens reconnaissent cela. Dites-vous, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de notre émission. Une conférence d'entente nationale est convoquée qui va s'ouvrir le 27 mars 2017. Nous verrons s'il y a déjà consensus autour de cette conférence et ce qu'on peut attendre de cette conférence. Ce sera après une courte pause. À tout de suite.